Quand on me dit que WWE Super Showdown devait être aussi bien, voire mieux que WrestleMania, moi j'ai envie de dire, et ta sœur. On nous impose Shane McMahon, non pas en tant que figure autoritaire, mais en tant que catcheur. Il a rien à faire dans un putain de ring. Salut à tous et bienvenue sur Wrestling Clinic. Aujourd'hui, c'est le grand débrief de WWE Super Showdown, ce show qui a eu lieu à Jeddah en Arabie Saoudite. Jeddah qui est la ville, on va dire, la grande ville la plus relaxe du pays comparativement à Riyad, qui est une ville à travers laquelle on voit encore transpirer l'horreur de la dictature saoudienne. Mais voilà, Super Showdown, c'était surtout un show qui nous était annoncé comme au moins aussi fantastique que WrestleMania, si ce n'est plus. Et on va voir dans cette review que finalement on est encore très loin du compte. Alors déjà dans ce show, il y a eu un problème de son. Visiblement, pendant tout le show pendant lequel j'ai tweeté, c'était un problème qui était récurrent chez beaucoup de gens, mais pas chez tout le monde. Donc je sais pas trop qu'est-ce qui était à l'origine de ça. Toujours est-il que le résultat final, c'est que les bruits de ring de temps à autre, en tout cas chez moi et chez les personnes qui ont dit que c'était pareil, les bruits de ring étaient bien en deçà de ce qu'on a d'habitude. Les commentaires étaient toujours ok. Par contre, les musiques d'entrée et le son de la foule étaient très loin, ce qui a fait que pendant tout ce show, en plus il y avait une espèce de bourdonnement, c'était peut-être la clim dans le stade. Pendant tout le show, il y avait un problème d'ambiance parce que voilà, c'était, on n'entendait pas la foule. Surtout pendant le finish, on le verra plus tard, le finish de Triple H Randy Orton, on voyait la foule qui était complètement en délire dans tous les sens, sauf que il y avait aucun son, en tout cas on les entendait pas au niveau de ce qui était, de ce qu'on les aurait entendus sur des shows au UK ou aux US. Donc ça déjà c'était le premier truc qui a fait que c'était compliqué de vraiment s'investir et se mettre dans le pay-per-view. Par contre, le début du show, il a bien commencé. Il a commencé d'ailleurs comme à WrestleMania avec Seth Rollins dans le premier match. Donc je me suis dit, allez, ça va être un bon début. Je dois avouer que Baron Corbin, Seth Rollins était un petit peu mieux que ce que je pensais, même si c'est vrai que quand on voit Baron Corbin là, qui est en train d'étreindre et de ceinturer Seth Rollins au sol, on a un petit peu l'impression j'ai l'impression de voir le mec du resto en bas là qui, quand il essaye de me voler mes protéines, c'est pour essayer d'avoir des triceps comme les miens. Donc ouais, c'était un bon petit match, mais vraiment super basique, un match de house show à peine, donc aucune surprise, pas d'effort supplémentaire par rapport à ce qu'on pourrait voir chaque semaine à SmackDown ou à Raw. Et à la fin de ce combat, eh bien, on a la tentative de cash-in de Brock Lesnar que tout le monde attendait. Alors c'est vrai que je faisais partie de ceux qui pensaient que Brock Lesnar allait cacher donc sa mallette sur Kofi Kingston ou Dolph Ziggler, parce que lors du Raw précédent, il avait dit Friday, donc il avait dit vendredi, il n'avait pas dit sur Seth Rollins. En plus de ça, franchement, quand on a vu à quel point il a cassé la gueule à Rollins lors de Monday Night Raw, c'est d'une débilité sans nom, je suis désolé de le dire, c'est d'une débilité sans nom de défoncer le champion en titre, d'être en possession de la mallette et de ne rien en faire. Ça, c'était, pour moi, c'était un des grands non-sens, enfin, il y en a des tonnes, mais un des plus gros non-sens et des trucs les plus débiles que la WWE ait fait récemment. Je me suis demandé pourquoi est-ce que Rollins faisait aussi des super kicks, parce qu'on a eu un super kick party à la fin du match du pre-show entre les Revival et les Usos. Donc que les mecs s'accordent un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. S'il y en a qui font des super kicks, faut pas que les autres en fassent, sinon forcément ça dénature le truc, et puis il y aura moins d'impact dans les matchs suivants qui vont utiliser le move. Donc moi j'ai beaucoup aimé le segment avec Lesnar, parce que ça a permis aussi de très bien booker Seth Rollins, même si aujourd'hui la ligne entre les heel et les face, elle est vraiment très floue, quoi. On sait plus trop qui est vraiment heel, qui est vraiment face, c'est plus des personnalités, des traits de personnalité différents, mais tout le monde est un petit peu dans une espèce de zone grise, ce qui fait que c'est impossible pour le public de s'investir dans le catch. Il faut des bons et des méchants, je le répète, et j'ai raison, tous ceux qui débattront et qui essayeront de faire croire que non, c'est l'essence du catch depuis toujours, un gentil contre un méchant. C'est comme dans les séries, c'est comme dans les films, c'est comme dans tout. Si on présente un produit, un spectacle, un divertissement, il n'y a pas de gentil, pas de méchant, et que tout le monde est un petit peu gentil ou un petit peu méchant, ça ne peut pas marcher à long terme. Donc moi j'ai beaucoup aimé la manière dont Seth Rollins a été booké, parce que
il y a des gens qui vont penser que c'est pas digne d'un babyface que de mettre un coup dans les grelots, comme on disait dans les années 90, avant de tabasser Brock Lesnar. Mais moi, je m'inscris en faux par rapport à ça, parce que quand on est face à Lesnar, face à la menace Lesnar, en plus muni de la manette Money in the Bank, et ben, tous les recours sont bons, légitimes et acceptables pour essayer de nuire à cette menace. Et la manière dont Seth Rollins l'a défoncé à la chaise, et ben au moins, c'est pour dire clairement que Seth Rollins, il a pas peur et il va au charbon, le mec, il y va. Par contre, ce que j'ai absolument détesté, c'est le finish du match entre Rollins et Baron Corbin. Donc Baron Corbin sort du ring, okay. Prend une chaise, rentre dans le ring, il s'apprête à l'utiliser, et là l'arbitre lui retire la chaise. Évidemment, c'est un match de catch, mec. Si tu utilises la chaise, tu vas être disqualifié. On n'est pas dans un cas de figure où il y a un heel comme ça qui pète un plomb et vraiment qui s'énerve et qui dit « fuck that shit, moi je vais prendre la chaise ». Non, là c'est tout à fait normal, je prends la chaise au même titre que j'irai monter sur la troisième corde pour faire un move. Et ensuite l'arbitre, donc, tout naturellement, lui retire la chaise en lui disant « si tu utilises la chaise, c'est une disqualification ». Et là, il commence à s'engueuler les deux, Baron Corbin et l'arbitre. Bon, dans la storyline, bien entendu. Et il lui dit « ouais, je vais t'apprendre à faire ton métier, etc. » Donc, il fait son métier. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça devient un petit peu physique entre les deux, un petit peu à l'époque de Earl Hebner, qui n'avait pas peur de mettre un peu les mains dans le cambouis et comme ça de secouer un petit peu les catcheurs pour faire respecter et pour, vraiment cimenter son autorité. Et c'est suite à ça que Seth Rollins le bat avec un schoolboy. Alors, le finish pour Seth Rollins, c'est pas un super finish de babyface, mais en tout cas, ce qui a amené à ça, c'est d'une nullité, je veux dire, qui est le con aujourd'hui qui pendant un match de catch va chercher une chaise et ensuite va oser dire à l'arbitre qu'il fait pas bien son boulot? Non, c'est de la connerie absolue. Passons à la suite. Alors la suite, c'est que aussi je voulais vous dire que je comptais faire une vidéo un petit peu, pas de dénonciation, mais pour mettre les choses très au clair sur ce que c'est l'Arabie Saoudite aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut dire quand on bosse avec l'Arabie Saoudite et qu'on fait des dizaines voire des centaines de millions de dollars comme le fait la WWE. Par contre, vu comment ça se passe en Arabie Saoudite et les répercussions qu'il y a déjà eu sur des critiques qui se sont élevées, pour peu que la vidéo malheureusement fasse un buzz, je vais m'abstenir. Par contre, je vous invite, si vous tombez pour la première fois sur mes vidéos, à vous abonner à la chaîne parce que dans toutes les prochaines vidéos que je vais tourner, mon but c'est de vous donner un élément clé, un petit fact comme ça, un petit élément qui vous permette de comprendre un petit peu ce que c'est l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on va commencer avec un mec qui avait écrit un blog pour simplement dénoncer un petit peu le régime. Rien de méchant, je veux dire. C'est comme si aujourd'hui j'écris un article en disant ouais, la politique de Macron, c'est comme de la merde, etc. Bon, alors déjà, j'ai rien inventé, il suffit d'ouvrir les yeux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une personne qui a écrit ça a été condamnée à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet. Voilà. Élément numéro 1, on verra sur la prochaine vidéo les éléments suivants qui permettent de comprendre un petit peu l'horreur de cette dictature saoudienne qui a donné le droit aux femmes de conduire, allez, élément numéro 2, seulement l'année dernière en 2018, donc ça fait que 1 an que les femmes ont le droit de conduire, mais malgré ça, dans la loi, les femmes sont toujours considérées légalement comme inférieures aux hommes et qu'elles n'ont pas le droit d'exprimer quoi que ce soit d'elle-même et que c'est toujours un homme qui doit s'exprimer au nom d'une femme parce que la femme ne vaut rien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envoyé un petit message à Stephanie McMahon sur Twitter pour lui demander par quel miracle la WWE peut prétendre combattre la Women's Evolution, les droits des femmes, alors qu'à l'inverse ils font des millions et ils acceptent de toute façon des millions de la part d'un régime qui considère la femme au même niveau que les animaux et que les femmes n'ont aucun droit. Donc Stéphanie, si tu regardes et que tu parles français, je ne pense pas, eh bien je t'invite à un petit peu nous dire comment est-ce que tu peux faire croire que tu te soucies vraiment des femmes alors que derrière t'encaisses beaucoup de pognon du pétrole saoudien. Ensuite, on a Finn Balor contre Andrade. Honnêtement, c'était une déception parce que je pense que c'est le type de match qui ne convient pas du tout au public saoudien. Le public saoudien, il est là pour voir les plus grosses stars émanant d'un monde qui leur est interdit. C'est ça le truc, vous voyez ce que je veux dire ?
C'est pas que le public est heureux, etc. C'est juste qu'ils ont enfin accès à quelque chose qui est interdit chez eux. Donc voilà, donc Finn Balor Andrade, le match était bon, mais il est passé. En plus, il est après l'opener pendant lequel il y a eu de grosses réactions de la foule. Il y a quand même du Seth Rollins et Brock Lesnar. Donc voilà. Le match est passé un petit peu à travers, le démon est toujours invaincu, mais grosse déception. Ensuite, on a eu la chaîne contre le gros chien. Je comprends pas par quel putain de miracle, et ça je vais essayer de le faire vite, on essaye de nous faire croire, on nous impose Shane McMahon, non pas en tant que figure autoritaire, mais en tant que catcheur. Il a rien à faire dans un putain de ring, qu'il ait gagné le Best in the World l'année dernière, en Arabie Saoudite toujours, et qu'il essaye toujours de se revendiquer en tant que tel, mais sans catcher, à la limite, ça pourrait être bien, c'est-à-dire que le gars il a catché, il a fait 3 moves une fois, et maintenant, pour toute sa vie, il va dire que c'est le meilleur du monde. Ok, pourquoi pas, ça c'est un bon truc de heel, mais que chaque semaine il catch, non, ça va pas, il faut qu'il arrête de catcher, ça n'est pas un catcheur, il pue la merde dans le ring, il faut arrêter. Et en plus, tout ça c'est au détriment de Roman Reigns. Par contre, là où le show a été au moins aussi grand que WrestleMania, c'est niveau feu d'artifice, parce que Shane McMahon et plein d'autres ont eu énormément de feux d'artifice, et à la fin de ce combat, Roman Reigns perd à cause plutôt de l'intervention de Drew McIntyre. Ensuite, Triple H contre Randy Orton. Je sais pas combien de temps ça a duré, 20-25 minutes. 90% du match, c'était l'horreur. On dormait, j'ai l'impression d'avoir Triple H Batista de WrestleMania. Ah bah tiens, c'est peut-être aussi bien que WrestleMania. Triple H qui vient toujours sur son espèce de tricycle de débile, d'une beaufrie sans nom. Il faut que quelqu'un lui dise que ça se fait plus. Je veux dire, on est en 2019, mec, il faut atterrir quand même. Quoi d'autre? Sinon, il y avait toujours le recap de leur promo à Raw que j'ai trouvé absolument ridicule. C'est-à-dire que les mecs se vannent et ils rigolent. Donc ça montre bien que ça n'a rien de sérieux, tout est scripté, il n'y a aucune légitimité au truc. Par contre, la fin du match était vraiment super. Les 2-3 minutes où ça a commencé à péter avec les finishes et tout ça. D'ailleurs, là, on voit la foule qui est en délire. Franchement, c'était une très 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 bonne fin. C'était un booking absolument super. Malheureusement, voilà, la grosse partie du match, c'était une horreur sans nom. À tel point que le match suivant, Strowman contre Lashley, pour moi, c'était une bonne petite surprise. C'était un petit peu mieux que ce que je pensais. J'ai passé un bon petit moment. Les mecs, ils ont fait des sacrées acrobaties et sacrées, performances physiques en début de match avec des roulades, des sauts de mouton, des trucs très impressionnants compte tenu de leur gabarit. Donc c'était assez sympa. Voilà, le match paye pas de mine. C'est un bon match de house show. C'est un bon match Raw. C'est absolument pas un match de pay-per-view, mais c'était nettement supérieur à ce que je pensais initialement. Donc voilà, petite respiration positive. Ensuite, match pour le championnat du monde de la WWE entre le champion Kofi Kingston et Dolph Ziggler. À quel niveau vous voulez que je sois investi dans un combat et que je pense que le challenger représente non seulement une menace crédible, mais une personne crédible en tant que futur champion lorsque l'aspirant, le challenger Dolph Ziggler arrive sur le ring avec un sweat à capuche? Est-ce qu'un champion du monde porte un sweat à capuche? La réponse, elle est évidemment non. Le match était relativement inutile, il s'est pas passé grand chose, j'en ai même pas... J'ai pas de souvenir, je sais pas ce qui s'est passé, si ce n'est la promo d'après-match où Dolph Ziggler se plaint de l'intervention de Xavier Woods et qu'il veut affronter, et c'est maintenant officiel, Kofi Kingston dans une cage à Stomping Ground le 23 juin prochain. Donc c'est un bon petit match de niveau SmackDown, comme d'hab, avec Kofi Kingston qui va serrer la main des enfants qui sont super contents à la fin du match, mais ça s'arrête là. Ensuite, on a la bataille royale au-dessus de la fouine. Non, c'est pas ça? Pourtant, ils avaient dit over the top. Bataille royale remportée par Mansour, le catcheur saoudien. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire ce que je pense de ça. Et le main event. Le main event. Undertaker contre Goldberg. Comment dire? Bon, sur Twitter, Goldberg a dit qu'il a été KO pendant le match. J'ai re-regardé le match, qu'il soit sonné, why not? Et là on tombe dans le nouveau de l'américanisme à la con, on exagère toujours tout, genre le mec s'est pété la cheville, il dit je me suis cassé la jambe. Donc il a dit qu'il a été KO pendant le match. Effectivement, il s'est à un moment cogné la tête sur le poteau parce que le mec ne sait pas faire ce spot où en fait il faut arriver sur le turnbuckle pour que le turnbuckle vous tape dans le pubis et en fait c'est votre corps qui va arrêter.
le mouvement et ça va vous empêcher de toucher le poteau. Sauf que lui, il sait pas le faire, il s'est enfoncé dans le poteau. Bon, je critique, mais j'aime beaucoup Goldberg. J'étais un grand fan de Goldberg en 98-99, surtout 98. Donc le mec, il s'éclate la tête, il pisse le sang. Mais j'ai regardé la suite, même s'il a été sonné, que peut-être il a eu une commotion cérébrale, il n'a jamais été KO pendant le match. Moi j'ai déjà été KO pendant un combat de catch. KO c'est comme la boxe, hein, je veux dire, il y a un moment où il n'y a plus de lumière, donc il y a au moins quelques secondes où voilà, ça s'arrête. Ça n'est pas arrivé, donc soit il nous mitonne, soit il fait l'américain à inventer un petit peu. Bah oui, à partir de la fin du match, c'était une catastrophe absolue. L'Undertaker a failli mourir sur le jackhammer transformé en Brain Basta. L'Undertaker tombe directement sur la nuque. Qu'est-ce qu'ils ont fait C'était un match 100% Botchamania, quoi. Il a donc tenté, je pense que le finish c'était ça, qu'il tente un tombstone sur l'Undertaker, qu'Undertaker renverse, qu'il fasse le tombstone et qu'il batte Goldberg. Sauf que là, soulève Undertaker, les deux mecs se cassent la gueule. Il se relève, l'Undertaker fait un chokeslam sur Goldberg, chokeslam, allez, élévation, qu'est-ce que j'ai? Allez, la table basse qui est ici, 40 cm. Horrible, et c'est ça le finish. Pendant le match, effectivement, Goldberg il était complètement out à un moment, je dirais. Il était complètement en pilote automatique, là il attendait qu'Undertaker lui dise quoi faire. On voit que l'Undertaker lui parle comme ça, il lui dit allez, projection dans les cordes, double close down line, un truc. Il l'envoie, il arrive même pas à courir dans les cordes, il met même pas le bras, enfin je veux dire, courir dans les cordes, je peux vous le dire, courir dans les cordes ça devient un réflexe, c'est une seconde nature, on n'a pas à réfléchir, on court dans les cordes et hop, ça continue comme ça. Là il court dans les cordes de manière dangereuse parce qu'il met pas la main par-dessus les cordes pour se protéger, il court dans les cordes comme ça, il aurait très bien pu se prendre le coup du lapin en dessous de la troisième corde, comme on l'a déjà vu. Et là, il court vers Undertaker, un des pires double close line que j'ai eu de tous les temps. Bref, une hécatombe absolue qui finit un show qui était à peine digne d'un épisode de Raw ou SmackDown, sauf que ça a duré 4 heures. Dieu merci, c'était de 20h à minuit, donc j'ai pas dû faire une nuit blanche pour regarder ce truc. Vous avez vu qu'il y a eu quelques bons petits points, avec la bonne ambiance autour de Kofi Kingston avec les gamins, la fin de Triple H, Randy Orton. On a aussi Andrade contre Finn Balor qui était un bon match de catch, même s'il n'y avait aucune ambiance et qu'il n'avait pas sa place en Arabie Saoudite, en tout cas pour la réaction qu'on essayait de susciter. Et puis moi ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'était au tout début, c'était Seth Rollins, la fin de Rollins et l'angle avec Brock Lesnar. Au-delà de ça, je pense qu'il n'y a rien à retenir, c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo de cette manière. Quand on me dit que WWE Super Showdown devait être aussi bien, voire mieux que WrestleMania, moi j'ai envie de dire, et ta sœur. Donc voilà les amis, voilà ma réaction par rapport à WWE Super Showdown. Je ne sais pas encore quand aura lieu la prochaine vidéo sur la chaîne, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Dans tous les cas, au mois de juin, vous savez qu'il y a 3 prochains épisodes de la Nuit des Temps, WCW et WWE qui vous attendent, donc on a pas mal de réjouissances. Et au-delà de ça, je vais voir dans mon emploi du temps où je gère d'autres trucs, je fais pas que la clinique évidemment, sinon je vous sortirai des vidéos tous les jours. Je vais voir comment est-ce que je peux vous faire 2-3 autres petites vidéos. Un autre point de détail, lors du prochain pay-per-view Stomping Ground, je serai en Islande, donc je ne sais pas du tout encore comment je pourrais gérer le truc. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas tweeter en live, car je serai en train de dormir, à m'occuper d'un groupe, même s'il fait jour 24 heures sur 24 en Islande. Tiens, tenez, je vous montre une petite vidéo qui avait été prise il y a quelques années à 3 heures du matin au mois de juin, donc juste pour vous donner une petite idée. Donc j'ai grande hâte d'aller en Islande, mais je vais quand même tenter au maximum de continuer à produire pour Wrestling Clinic et pour vous remercier avant tout pour votre fidélité. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo dont je ne connais pas encore la date, vous savez qu'il vous reste pas grand chose à faire, si ce n'est, bien entendu, garder la passion et regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye.